Bonjour, ici Caro Perron de Sainte-Adèle au Québec et bienvenue sur ma chaîne Les Histoires d'autrefois. J'ai créé cette chaîne suite à l'achat d'une maison ancestrale habitée il y a des années par le grand écrivain qui était Claude-Henri Grignon. J'ai acheté cette maison à la mi-année 2023. Je connaissais pas vraiment cet homme, sauf le fait qu'il ait écrit Les Histoires des Pays d'en haut, alias Séraphin, un homme et son péché. Je vous invite avec moi à découvrir l'univers de cet homme, ainsi que de ma demeure en même temps que moi au fil des semaines, tout en vous racontant de petites histoires que l'auteur a lui-même écrites dans les journaux anciens nommés le Bulletin des agriculteurs. Je tiens vraiment aussi à remercier tout le personnel de ce journal qui existe encore et qui collabore avec nous. Pour faire suite à mon dernier podcast sur le parcours de Claude-Henri Grignon, je me suis inspirée aujourd'hui du site internet ledevoir.com. Né en 1894 à Sainte-Adèle, Grignon est le cadet de 9 enfants, de Madame Eugénie Baker et Wilfrid Grignon. C'est un médecin vétérinaire qui fut un des bâtisseurs et maires de Sainte-Adèle. Son fils suivra, lui aussi, maire de l'endroit, établissant une sorte de dynastie familiale sur ce village. Je suis tombée sur le site artus.ca, Claude-Henri Grignon, qui montre la photo de celui-ci en 1943 et 1965. Toujours avec un produit de tabac à la main, car dans le temps, le produit du tabac était vraiment privilégié et très populaire. Toujours drôle à voir qu'anciennement, tu étais considéré comme un grand homme remarquable avec une cigarette à la main et maintenant, tu dois te cacher si tu veux fumer en 2024. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que ce dernier a aussi publié d'autres romans, comme Le Secret de Lynchburg en 1928, puis un recueil de nouvelles intitulé Le Déserteur, 1934. Et c'est en 1938, avec l'aide de sa cousine Germaine Guévremont, qu'il a inauguré la série radiographique Un homme et son péché. Ce feuilleton radiophonique a eu une longévité exceptionnelle puisqu'il a été diffusé de 1939 à 1962. Premier segment terminé, nous commençons avec l'histoire d'aujourd'hui, qui se nomme L'ami du peuple, provenant du bulletin des agriculteurs de septembre 1967, toujours écrit par Claude-Henri Grignon, toujours dans la section Le Père Bougonneux et les contes de la montagne. Vous êtes prêts à entendre cette petite histoire? Et c'est parti! Je pensais jamais que le père m'aimait tant que ça. La vie nous réserve de ces surprises, Monsieur Sosten, fit le notaire en terminant la lecture du testament. Votre père vous a laissé son magasin et 10 000 piastres en espèces. Hein? En espèces? Demanda l'héritier qui ne comprenait pas. Oui, en bel argent. Tout en billets de banque. 10 000 piastres. Le table-lion compta 2 fois les billets de banque, passablement vieux, fripés, sales et puants. Il paraît que l'argent n'a pas d'odeur, n'empêche que ce papier-là, tripoté par des milliers de mains, ne sentait pas très bon. Il pourrait toujours servir, par contre. C'étaient là les réflexions assez justes du Sosten Malavoine. Une fois le tablion parti, l'héritier seul, dans le salon des ancêtres, relut le testament de son père, qui avait signé quelques jours avant sa mort, soit à l'âge de 73 ans. Une clause retint son attention. Elle stipulait que si son père lui laissait tout son avoir, c'est parce que le fils Sostek avait eu le cœur de demeurer avec lui pour la bonne gouvernance du magasin général, tandis que ses frères et sœurs l'avaient tout simplement abandonné. C'est vrai que j'aimais mon père, conclut-il. À cette heure que je suis riche, de qu'est-ce que je vais faire? C'est en emportant de savoir que Sostek fit des études classiques dans un grand séminaire, mais parce qu'il était très faible des poumons, il dut dire adieu au grec et au latin pour réintégrer la maison paternelle, essayer, du moins, de sauver sa vie, en respirant l'air pur de montagne. Ce pauvre Sosten, d'une santé plutôt délicate, avec des bons soins, il finirait peut-être par continuer le commerce de son père. Il avait le sens des affaires. Il pourrait réussir, mais arrivé à l'âge de 40 ans,
Il n'avait jamais vraiment songé à se marier. C'est bien beau, une belle créature. Dans la maison, mais ça finit tout un par coûter cher. Puis, tout d'un coup qu'elle aurait voulu des enfants. Ah non, je me marierais pas. Ce jugement plutôt simpliste dit assez que ce vieux garçon redoutait la femme. Non sans raison. À la nouvelle qu'il venait d'hériter d'une fortune déjà importante à l'époque, toutes les donzelles du canton tentèrent de l'ensorceler. Mais Sosthène se montra inflexible, et pas une créature, même pas la plus belle, ne réussit à le faire tomber. Et stoïquement, elle repoussa même les maudineries, leurs chatteries et tous les appareils féminins que vous savez très bien. Une seule passion le retenait, la politique. Est-ce que son père, épris, calculateur, grand bourgeois, n'avait pas été maire pendant 30 ans, président de la commission scolaire et préfet du comté? Il s'ouvrait la route tracée par cet homme honorable. Cependant, il changeait de tactique. Souvent fois, il avait entendu dire que l'ancien marchand général se montrait dur, intraitable, qu'il méprisait les pauvres, les humbles et les malheureux. Lui, Sosthène, il aimait le peuple. Il ne serait pas avare de son argent. Il serait l'ami du peuple. Ou, tout au moins, il fera en sorte de le devenir. Une entreprise difficile, qui exigeait beaucoup de doigts, de maîtrise de soi, en prenant bien garde, surtout, à ne pas se laisser emporter par un amour exagéré par le peuple. Tout de même, il rachèterait l'honneur de son père, et serait bon et charitable. Au moment où le sort de sa vie se jouait, il n'écoutait que l'appel de son cœur. Il commença par faire crédit à tout le monde, mais il ne saurait pas dire que Sosthène Malavoine ne serait pas un jour l'ami du peuple. C'était là son ambition. Un bon matin, que je me trouvais seul avec lui au magasin général, je n'ai pu m'empêcher de lui dire comme ça tout en tirant une touche. Vous avez une belle âme, mon jeune, et le peuple ne manquera pas de reconnaissance. Je ne veux pas avoir un monument sur la place publique, mais je veux réaliser mon rêve. Il est bien droit de rêver. Ben oui, mon jeune. Que faire dans la vie si on rêve pas? Surtout en politique. Rêver, c'est réussir. Sosthène ne sut quoi répondre. Du reste, il était naturellement triste. Il ne souriait jamais, riant encore moins. Ben assez, songea-t-il, souvent de donner tout ce que je possède. Pourquoi rire? Son raisonnement paraît assez juste. Si Sosthène avait le sens des affaires, il possédait davantage le sens de la politique. Disons que la politicrainerie, tout en faisant à semblant de rien et par l'entremise de plusieurs amis, il organisa une délégation imposante qui, le moment venu, solliciterait sa candidature à la mairie. Il fallait à tout prix impressionner les électeurs. Jamais son père, Joseph-Guillaume Sosthène, ne lui avait conseillé un tel système. Le vieux garçon possédait par intuition. C'était inné. Il ne se trompait pas. Une délégation monstre se rendit au magasin. On le sollicita, lui, l'ami du peuple. On le supplia, et on pria à genoux de se présenter. Sosthène jouant là un peu la comédie, il ne manquait pas de ruse. Ce jeune garçon, à Joseph-Guillaume Sosthène, l'avaricieux sans entrailles, le chef sortit de sa poche une requête crasseuse signée par une cinquantaine de voteurs qui mendient ni plus ni moins sa candidature. Sosthène finit par accepter. Il tint un comité où le whisky coulait à flot. Même si dans le temps les femmes n'avaient pas le droit de vote, on avait invité les plus belles filles de la région afin d'apporter une manifestation populaire, un retroussement d'idées et de guiges. Sosthène mena ses petits bals à l'huile, même qu'il consentit à danser une coupe de rigodon avec Silencia,
Larousse toujours en sueur, et qu'il lavait la patte plus souvent qu'à son tour. Tout candidat, que ce soit la mairie, que ce soit au gouvernement provincial ou fédéral, doit giguer, il doit danser pour faire plaisir au peuple. Sostène, l'ami du peuple, comprenait très bien cela. Il n'avait pas besoin d'être bachelier et pouvait continuer à tousser du moment qu'il aurait été élu. Il fut battu à plate couture. Pauvre Sostène. Il fit en mourir. Pendant 2 mois, son magasin restait fermé. Il alla se recueillir à la trappe 2 cas. Lui, l'ami du peuple, subir une telle humiliation. Il ne savait pas que Larousse, Silencia, l'avait fait battre parce qu'il avait refusé ses faveurs et refusé de l'épouser. Silencia répondit que Sostène avait volé le magasin de son père et de là, sa générosité. J'avoue que dans ce temps-là, les cancans, c'était bien plus fort que la vérité. Et maintenant, nous sommes rendus au 3e segment qui est la publicité du jour. Toujours dans le bulletin des agriculteurs de 1967. Enfin, un dentier confortable. Le vôtre. Voici un moyen agréable de supprimer la gêne causée par un dentier trop grand. Fast Teeth. Une poudre améliorée dont vous saupoudrez légèrement vos dentiers en rendant le port plus confortable. Ne forme jamais de pâte ni de gomme. Ne laisse aucun goût dans la bouche. Formule alcaline non acide qui ne surit pas. Assainit la laine. Demandez Fast Teeth. Dès aujourd'hui, à tous les comptoirs et produits pharmaceutiques. Ben oui, hein? Ceci étant dit, nous sommes rendus au segment Les antiquités du jour. En rendant service à une dame de 84 ans qui déménageait des choses d'un entrepôt à un autre, moi et ma fille avions remarqué un carré de bois avec une sorte de petite roue de tracteur par-dessus. Trop curieux, j'ai demandé à la personne que j'aidais « Qu'est-ce que c'est cette chose? » qui, soit dit en passant, pesait une vraie tonne. Elle m'a répondu que cela était une vieille presse qui appartenait à son grand-père qui travaillait dans le temps dans une imprimerie. Vu que celle-ci était lourde, elle me proposa de la garder. Elle savait bien que j'aime les antiquités et que je n'aurais jamais refusé une histoire de plus de 100 ans. Suite à cela, j'ai donc demandé à mon ami Mario de bien vouloir m'en dire plus sur cet objet. Voici donc brièvement ce qu'il a trouvé sur le web. Presse à percussion servant aux relieurs d'artisans de dans le temps. Pour faire les reliures d'imprimerie composées de bois et de fonte. Je comprends maintenant pourquoi elle pesait une tonne. Celle-ci permettait de chasser l'air des cahiers à plusieurs reprises lors de la réalisation du livre. Cette pièce de type artisanal a été conçue pour aider les artisans relieurs, qui sont des professionnels du livre, qui créent des reliures de manière artisanale en appliquant des techniques traditionnelles comme débrocher, préparer, coudre des cahiers ou plus modernes, encoller, emboîter la couverture. On reliait par la suite des livres avec la couverture cartonnée avec ce genre d'engin. Bien que la couverture du livre et la nécessité de la production soient aussi anciennes que le codex, l'histoire de la reliure situe le développement de celle-ci à la fin du Moyen Âge. Elle est restée une activité purement artisanale, jusqu'à ce que la production des machines à grande échelle s'établisse au 18e siècle à peu près, dans les maisons d'édition émergentes. L'artisan relieur aujourd'hui peut être amené à modifier des reliures existantes, soit dans le but d'effectuer une réparation simple, soit dans celui de lui donner une nouvelle apparence, unifier l'apparence d'une bibliothèque par exemple. Il travaille de manière générale sur commande
pour des particuliers ou des administrations publiques. Exemple, des bibliothèques, tribunaux, mairies, notaires, etc. Pour ce petit brin d'histoire, j'aimerais encore dire à Mario un gros merci. Pour conclure, j'ai un petit projet à vous proposer. Je vous invite à m'écrire votre histoire. J'aimerais vous lire. J'aimerais lire vos histoires anciennes. N'importe quoi. Vos souvenirs d'enfance, de vos parents, grands-parents, des souvenirs, qui a rapport ou non avec les récits des pays d'en haut, ou n'importe quoi qui a rapport à l'auteur, ou carrément à sa maison ou à la ville de Sainte-Adèle. Racontez-moi vos histoires d'antiquité. Décrivez-moi un objet ou un jouet ancien. Vous pouvez m'envoyer des photos explicatives, aussi autres copies de documents anciens. J'aimerais aussi faire cela, comme dans le bon vieux temps, m'écrire directement et envoyer vos récits par la poste. Envoyez-moi une carte postale, un mot, n'importe quoi qui fait vieux. Avec ce que je recevrai, je raconterai brièvement ceux-ci et je ferai quelquefois des émissions hors série où j'inclurai carrément haut de vos récits reçus et de temps en haut dans mes émissions régulières. M'écrire est super facile car la maison où j'habite est enregistrée patrimoine et porte le nom de celle de l'auteur qui est Claude-Henri Grignon. Alors, si vous tapez sur Internet Patrimoine Laurentide, Maison Claude-Henri Grignon, vous trouverez facilement l'adresse postale de ma maison sur la rue Morin à Sainte-Adèle. J'ai vraiment hâte de vous lire. Sur ce, je vous laisse sur l'invitation de vous abonner et partager ma chaîne afin que YouTube ou les autres stations pour m'entendre me diffusent de plus en plus. Alors, comme on dirait dans le bon vieux temps, à la voyure et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube afin de voir les autres podcasts en images qui défilent avec celui-ci. Je vous dévoile des photos de la maison. Vous allez trouver aussi des photos de mes antiquités que j'explique dans l'émission. Vous allez trouver dans le secteur balado au youtube.com/Caroline Perron